Salut Fred. Salut Nathan, ça va bien? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le DevFM, qui est une soirée thématique justement sur plusieurs technologies et qui fait maintenant partie de la Power Branch. Alors, la Power Branch, c'est cette idée d'organiser des événements plus récurrents sur des sujets plus variés, organisés par des experts, des invités de la région. La Power Branch, en fait, c'est des événements en soirée, hein, comme celui d'aujourd'hui, mais également tous les mercredis à 11h40 à l'heure de l'apéro, une manière vraiment de se reconnecter entre devs tous les mercredis. C'est également un moyen de gagner des open badges. Nathan, les open badges? Les Open Badges, en fait, c'est un moyen de pouvoir montrer que vous avez pu suivre justement certains événements en collectant justement des badges que vous recevez chaque fin de mois, comme tu l'as dit, Mhm. et qu'on peut justement collecter chaque fin de mois et qui découle en fait d'un test qui aura été fait avec vous. Et aujourd'hui justement, on se retrouve pour du web. Ouais, c'est bien ça. On voulait commencer l'année avec un sujet un peu positif. Et donc voilà, Better Web Apps for a Better Year, un peu ambitieux, voire un peu idéaliste, mais en fait très concret parce qu'on va parler aujourd'hui d'accessibilité, d'applications plus inclusives, mais également de nouveautés en fait et de ce qui nous attend pour être mieux prêt, mieux préparé en tout cas aux nouvelles techno web qui nous attendent. Avec deux invités que tu connais bien, Nathan, hein, tu peux les présenter? Oui, donc on a Olivier Lepus et Emmanuel Demet. Donc Emmanuel Demet, il est Google Developer Expert et aussi organisateur du GDG de Lille. Et il organise chaque année le DevFest de Lille, bien sûr. Et on a Olivier Lepus, qui est Developer Relations chez Microsoft, qui est GDE, donc Google Developer Expert comme Emmanuel, et qui organise aussi chaque année le DevFest de Paris. Ok. Du beau monde, hein. Ouais, clairement, pour des beaux sujets. On espère que vous passerez une bonne soirée. Bon DevFM. Sur On Twitch. voit tes slides. Parfait. Merci Nathan. Bonsoir à tous, bonne année. Il paraît que c'est la période pour le dire. C'est parti pour une. Merci d'abord au MIC pour l'invitation pour cette conférence. Je partage la scène avec Olivier, donc super cool. C'est parti pour une conférence sur un sujet qui me passionne depuis plusieurs années. Que j'ai pas pratiqué au tout début pour des raisons de priorité, clients et tout ça, mais sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs mois euh, et que j'essaie d'appliquer des bonnes pratiques, en tout cas quand je fais des développements web, c'est l'accessibilité web. Alors, comme l'a indiqué Nathan, qui je suis? Je suis Manu, je suis développeur freelance depuis presque un an, développeur depuis une dizaine d'années, mais non, freelance depuis un an, spécialiste des technologies web de manière générale, co-organisateur du GDG Lille, un meet-up lillois, et comme Olivier aussi, Google Developer Expert sur les technologies web. Je suis formateur aussi, j'adore partager le peu de choses que je connais et parler technique avec les gens. Donc c'est pour ça que je suis ici ce soir. Alors, première interrogation qu'on pourrait avoir quand on parle d'accessibilité. Alors, on ne peut pas échanger de visu à cause de la visio, mais on pourrait se dire comme question, qu'est-ce que l'accessibilité web? Alors, la première définition qu'on voit tout le temps, c'est rendre accessible des services numériques à toutes les personnes ayant une déficience ou pas, que ce soit motrice, visuelle, auditive ou cognitive. Ça, c'est la définition officielle que vous pouvez voir partout. Moi, de manière générale, j'élargis l'accessibilité web à un champ beaucoup plus large que ce que je viens de citer. Moi, c'est donner accès à un service numérique à l'ensemble des personnes, quelles que soient les contraintes qu'il a à l'instant T pour utiliser votre site web. Ça peut être des contraintes motrices, visuelles, auditives et cognitives, ça, on les garde. Mais ça peut être aussi des contraintes de réseau. Je suis dans la Creuse, alors, vous êtes en Belgique, mais la Creuse, c'est le département où il y a moins de réseau en France. Je suis dans la Creuse, comment je fais pour avoir un site web qui soit optimal, même pour les personnes qui sont là-bas. Je n'ai pas un téléphone haute performant. Comment je fais des services numériques qui peuvent être utilisés sur le dernier iPhone, toute dernière génération, sur également un vieux téléphone avec un vieux navigateur.
comment je rends accessible un service numérique, quel qu'il soit, utilisable pour le mieux pour tout le monde. Donc ça, c'est voilà, j'élargis un petit peu le domaine de l'accessibilité web, même si malheureusement, en 45 minutes, je ne peux pas tout aborder. Donc j'ai fait le choix de parler de la première définition qui est rendre accessible le site web pour des personnes avec des déficiences motrices, visuelles, auditives ou cognitives. Parce qu'on n'est pas... Tout le monde ne visite pas un site web comme ces deux personnes que j'ai trouvées au hasard sur Internet. Avec mes deux mains sur mon téléphone, j'accède rapidement à mon contenu, j'arrive à le lire, j'arrive à switcher, j'arrive à cliquer sur des éléments cliquables, ce genre de choses. Ou bien un utilisateur qui utilise un bon MacBook Air avec ses deux mains, il arrive à lire son contenu même si son écran est noir, je n'avais pas fait gaffe. On n'utilise pas les services numériques de la même façon. Il y a certaines personnes, pour naviguer, sont obligées d'utiliser des outils tierces permettant de faciliter, permettant de naviguer ou permettant de faciliter la navigation. Des fois, même sans ces outils, ils sont incapables de naviguer sur le web, malheureusement. Ça peut aller des boutons poussoirs qu'ils peuvent placer soit sous les aisselles, sous le dos, sous la nuque, pour pouvoir cliquer sur des éléments cliquables et naviguer sur un site web. Ça peut être un mouse stick qui permet de naviguer à l'intermédiaire de la bouche sur un contenu numérique. Ça peut être le magnifier, c'est l'image en bas à gauche, c'est le fait de zoomer au maximum pour des personnes avec déficience visuelle le contenu d'un site web pour pouvoir visualiser le contenu. Il y a Stephen Hawking à droite qui lui navigue, avant il naviguait avec des boutons mais au bout d'un moment il ne pouvait plus, il navigue avec un capteur qui se trouve en dessous de ses lunettes, je ne sais pas si vous le voyez, qui en fonction de la position de sa pupille permet de savoir où est-ce qu'il veut naviguer. Et le dernier exemple, celui qui est au milieu, alors c'est un device permettant de retranscrire en braille le contenu d'un service numérique. Ce genre d'outils se branche avec ce qu'on appelle des synthétiseurs vocaux. Donc dans la plupart des appareils qu'on utilise, que ce soit Mac, Android, Windows ou autre, on a des solutions de synthétiseurs vocal qui existent, permettant de soit lire le contenu d'un site web, soit le retranscrire via cet appareil en format braille. Donc voilà une vision très très rapide des moyens qui peuvent être utilisés par certaines personnes pour naviguer sur un site web. Et si on ne fait pas attention, nos sites web, si on les code avec les pieds, la navigation pour ces personnes-là vont être très, très dégradées, on va dire. Les 4 types de déficiences qu'on va aborder, qu'on aborde quand on parle d'accessibilité, c'est les déficiences visuelles, c'est les personnes qui ont des problématiques qui sont soit aveugles, soit une vision très basse, soit des problèmes avec la couleur. Ils ne voient pas certaines couleurs, le bleu, le rouge ou le vert, ou bien ils ne voient qu'en noir et blanc. Déficience motrice, c'est les gens qui ont des problèmes, qui tremblent, une maladie de Parkinson. Des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, naviguer avec une souris, ça va être un peu compliqué. Déficience auditive, quelqu'un qui est sourd ou malentendante. Déficience cognitive, des personnes qui ont, par exemple, des troubles quand il y a trop d'animation, quand ils ressentent des nausées, quand il y a des sites un peu flashy qui affichent plein d'animations ou qu'il y a une vidéo qui se lance automatiquement, ce genre de choses, peuvent avoir un impact négatif lorsqu'ils vont visiter votre site web. Donc, c'est ces 4 déficiences, 4 familles de déficiences. Donc chaque famille, on a des problématiques spécifiques qu'on peut aborder, qu'on peut essayer de répondre positivement quand on fait nos développements. Donc, ce que je vais aborder dans les bonnes pratiques, alors en 40 minutes, on n'a pas le temps de tout voir, mais c'est agnostique, c'est du pur HTML, pur JavaScript, non, pas de CSS, je ne sais pas en faire, mais bien évidemment, vous devez même appliquer cette bonne pratique quand vous faites vos développements Angular. Tout à l'heure, Nathan a parlé de Vue.js. Avec Vue.js, avec React, n'importe quoi. Ce que je vais dire est vrai, quelle que soit la technologie que vous utilisez pour générer vos codes HTML et JavaScript et CSS. Ces déficiences peuvent ne pas être permanentes.
Moi, demain, je fais du ski, je ne sais pas skier, et je me pète un bras, mon bras droit. Bah, pour naviguer sur un site web avec ma main gauche pas ma main officielle, on va dire, ça va être un peu compliqué. Je travaille dehors en plein soleil. Si le contraste de ma page web n'est pas optimal, bah, ça va être beaucoup plus compliqué de naviguer sur le site. Donc, il faut garder en tête que les bonnes pratiques qu'on met en place pour les personnes ayant une déficience permanente peuvent être également utiles pour des personnes qui vont avoir éventuellement cette déficience plus tard, suite à un accident, suite à, je sais pas, une contrainte donnée pendant un laps de temps donné, bah, ça peut arriver à tout le monde. Donc ça peut avoir un impact pour les personnes avec une déficience, mais également pour nous tous. Après, rentre en jeu, je ne rentrerai pas dans les débats, c'est que l'accessibilité peut apporter un bonus sur le référencement chez Google ou autre. Une fois, j'ai eu la question. Moi, je m'en fous de faire l'accessibilité pour être mieux référencé dans Google. Moi, je préfère mettre en place de l'accessibilité pour que tout le monde puisse utiliser mon site web. Il faut bien mettre les éléments dans le bon sens. À l'heure actuelle, alors j'aurais pu mettre la source, une coquille de ma part. 70% des sites web, donc c'est une donnée française, hein, je ne sais pas si en Belgique c'est pareil, 70% des sites web ne sont pas accessibles, même s'il y a des lois qui existent. Il y a une directive européenne qui est sortie en 2016 de mémoire qui oblige les sites publics à être accessibles. Et en France, je ne sais pas si c'est le cas aussi en Belgique, en 2018-2019, ils ont ouvert cette contrainte aux sites de sociétés privées ayant un chiffre d'affaires plus grand que 250 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc, normalement, des grands sites comme Auchan ici ou Decathlon, je travaille sur Lille, hein, donc je vais citer mes clients, devraient avoir des sites accessibles. Devraient avoir des sites accessibles? Oui et non. Comme c'est une loi qui vient de sortir, le droit français est un peu laxiste au début. Ils acceptent le droit à l'erreur, mais en tout cas, il faut montrer patte blanche. Il faut que la société dise via une page sur leur site web qu'ils sont en train de travailler sur la mise en conformité de leur site web au niveau accessibilité, qui disent qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible, et une roadmap pour pouvoir corriger ce qui n'est pas accessible. Donc ça, normalement, cette page-là est obligatoire. Malheureusement, à part les sites grand public comme l'Élysée ou Matignon ou le gouvernement français, pour l'instant, je me trompe peut-être, hein, mais je me trompe sûrement parce que je n'ai pas fait tous les sites. Mais l'un de mes clients sur l'île pour lequel j'ai trouvé ce genre de page, c'est Auchan. Vous allez sur le site auchan.fr, dans le bas de page, si ma mémoire est bonne, il y a une page qui indique la mise en conformité du site auchan.fr au niveau de l'accessibilité, ce qui a été testé, ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, avec quel outillage ça a été testé et la roadmap. Et si on a ça, bah, ça montre au gouvernement français qu'ils ont une démarche positive dans ce cadre-là. Ok. Là, pour l'instant, c'est limité qu'au chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, mais il ne faut pas se leurrer. J'espère qu'un jour, les gouvernements français, belges, vont obliger ça pour des plus petites sociétés. Donc, après, c'est une problématique de partage de la connaissance, éduquer les gens, éduquer les développeurs pour qu'il n'y ait plus les problèmes qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle quand on fait du HTML. Alors, par où commencer? Depuis plusieurs semaines, j'essaye de catégoriser les problématiques d'accessibilité en 3 familles. J'ai eu un gros débat avec une très bonne amie sur ce sujet-là, où j'ai mon gros pavé en bas, qui est ce qu'on appelle l'affordance ou l'HTML sémantique. On verra tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui perdent pas du temps, qui travaillent sur les spécifications HTML, qui vous proposent des éléments HTML à utiliser au bon endroit. Le but, c'est de les utiliser. Ce n'est pas d'utiliser d'autres éléments moins sémantiques, juste parce que c'est plus facile à styliser. Il faut d'abord écrire du code HTML propre sémantique et vous avez corrigé, à mon avis, 70% des éventuels problèmes d'accessibilité. C'est mon point de vue. Une fois qu'on a corrigé cette partie-là, on a une deuxième partie, un peu plus coûteuse en tant que mise en place, c'est
mise en conformité des composants riches. Quand je dis composants riches, c'est les modales, les dialogues, les tabs, les accordéons, les carousels, ainsi de suite. Le but, c'est que ces composants, la façon de les utiliser soit conforme avec ce qui est spécifié par le W3C. Donc, il y a des mécanismes à mettre en place en HTML et JavaScript pour pouvoir y répondre. Donc là, c'est un peu plus coûteux parce qu'il y a différents cas à gérer et ça peut peut-être faire peur au début. Mais si vous n'avez pas de composants riches dans votre site web, vous pouvez passer cette partie-là sans aucun souci. Et la troisième partie, je pense que c'est la partie que nous, en tant que développeurs, on a moins la main. C'est tout ce qui est la partie éditoriale. On verra qu'il y a du contenu qu'on peut spécifier qui va nous permettre de rajouter de la sémantique au contenu de notre site. Bah, ce contenu, ce n'est pas vous, développeurs, qui allez le concevoir. C'est l'équipe marketing, c'est l'équipe commerciale ou l'équipe en charge du contenu dans votre société. C'est avec elle que vous allez travailler pour vous dire, tiens, pour cette partie-là, c'est pas très accessible parce qu'il manque de l'information, quel texte que tu veux, etc. Donc, je l'ai mis en haut de la pile parce qu'il y a cette collaboration à avoir avec des équipes tierces pour la mettre en place qui peut peut-être complexifier un peu la chose. Donc, grosso modo, premier bloc, en tant que développeur, normalement, vous êtes capable de le faire. Et sur n'importe quel site web, vous devez le mettre en place. Ensuite, les composants riches, en tant que développeur, vous pouvez le faire aussi, mais il se peut que votre site web n'utilise pas de modal, n'utilise pas de menus imbriqués, ce genre de choses. Donc, il se peut que cette partie-là soit optionnelle. Et la partie éditoriale, à mon avis, on peut en débattre après, nécessite une collaboration avec notre équipe en charge du contenu dans votre société. Donc, on va aborder ces trois étapes. Alors, la première partie, affordance et HTML sémantique. Quand je vous montre cette image, vous savez que c'est une théière. Si c'est la première fois que vous voyez cette théière-là, vous savez comment on l'utilise. Une théière, c'est une théière. Il n'y a pas trop de doute. Vous voyez des tasses, vous savez qu'il suffit de mettre l'eau de la théière dans la tasse. Vous n'allez pas réfléchir 3 heures à savoir comment fonctionne une théière. Donc ça, c'est l'affordance. Et l'affordance, on peut mettre en place aussi dans l'HTML. Comme je l'ai indiqué, dans la HTML, dans la spécification HTML qui est pondue par le W3C, par les navigateurs du marché, etc., depuis notamment HTML5 qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années, nous mettent à disposition des éléments HTML qui permettent premièrement de structurer notre code pour définir ce qu'on appelle des landmarks. Donc là, c'est les balises header, main, footer, aside, etc. Mais nous propose également d'autres éléments HTML avec un sens sémantique bien spécifique, bien défini. Quand je veux afficher une liste de quelque chose, déjà, en le disant, on comprend, une liste de quelque chose, je ne mets pas que des divs les uns en dessous des autres. Une liste de quelque chose, c'est une liste. En HTML, on a une balise UL et LI qui permet de le faire. Quand je veux un collapsible panel très très basique, donc un truc, il y a une légende, quand je clique dessus, ça s'ouvre, et quand je clique dessus, ça se ferme. Au lieu d'installer jQuery UI comme tout le monde il y a quelques années, en fait, en HTML, on a un composant natif pour ça, qui s'appelle l'élément Details. Dernier exemple, si j'ai un dictionnaire de mots, mots définition, par exemple, je sais pas, moi j'affiche une fiche d'un film, et ce film, j'ai une liste dans laquelle j'ai réalisateur machin, année de production machin, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est le type d'information, 2 points à la valeur. Il ne faut pas mettre des paragraphes les uns en dessous des autres. On a une balise dans le HTML qui permet de faire ça. C'est la balise DL, DD, DT. Je pourrais avoir d'autres exemples dessus. Donc, essayez de prendre connaissance des éléments HTML qui est à disposition de tous les développeurs afin d'utiliser la bonne balise au bon endroit. Il ne faut pas dire je vais utiliser cette balise-là parce que c'est plus simple à styliser. Des fois, c'est vrai. Je ne vais pas renier, mais des fois, c'est vrai. Moi, j'écris d'abord mon HTML sans CSS, sans rien, tout moche, à l'ancienne. Et une fois que j'ai un HTML qui me convient, à ce moment-là, j'écris mon CSS. Donc, essayez au maximum d'avoir le code HTML le plus sémantique possible. Pareil, la structure des titres. La spec de W3C nous fournit 6 niveaux de titres.
c'est pas pour rien. Les niveaux doivent être logiques. Euh, ma page doit commencer par un H1, un titre de niveau 1, ensuite un H2, ensuite éventuellement un H3, mais je ne peux pas passer d'un H1 à un H3 directement. Ça, je ne peux pas sauter un niveau de titre comme ça. Je suis obligé d'avoir un niveau de hiérarchie logique. Pourquoi on a besoin de ça? C'est parce qu'il y a certains utilisateurs qui utilisent des synthétiseurs vocaux, comme VoiceOver sur Mac ou NVDA ou JAWS. Ils ont une petite pop-up qui va s'afficher, qui permet d'avoir un résumé de tous les titres de la page. Et donc, si il y a des titres qui pas, le niveau de titre n'est pas logique, on passe d'un H1 à un H3, etc., bah, dans le rendu de cette interface graphique, ça ne va pas être très explicite. Donc arrêtez de mettre des H3 juste parce que vous voulez un texte plus petit. Mettez un H2 et en CSS, stylisez-le en mettant une taille à votre convenance. Mais ne faites pas l'inverse. Le gros débat, il n'y a pas de débat en fait à avoir, mais tout le monde fait l'erreur. Les seuls éléments cliquables, focusables au clavier, parce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas de souris, qui utilisent le clavier pour naviguer, c'est les champs de formulaire, les liens et les boutons. Donc si vous mettez un on-click sur autre chose, encore une fois, il y a des exceptions, mais souvent les exceptions, les gens ne les connaissent pas. Si vous mettez un on-click sur une div, si vous faites appel à moi, je ne vais pas être content. Pourquoi? C'est parce que par défaut, une div n'est pas focusable au clavier. J'ai eu le cas d'un client qui fait un site d'e-commerce. Il mettait un gros bouton commander mon dernier produit. C'était une div. Bah, les personnes qui naviguent au clavier ne pouvaient jamais ajouter un produit au panier. C'est dommage pour un site d'e-commerce. Donc, si vous voulez, quand je clique sur quelque chose, ça exécute du code JavaScript, c'est un bouton. Et si je clique sur un élément et ça me redirige vers une page, c'est un lien. Faites pas l'inverse. Des fois, je vois des clics sur des liens, des clics qui font une redirection via un bouton. On a deux éléments bien distincts pour faire ça. Utilisez-les. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais styliser des boutons, c'est un peu complexe. » Il y a deux propriétés à mettre, le background transparent et le padding none. Border none, et c'est tout. Donc, c'est totalement faisable. Vous mettez ce snippet de code dans votre fichier reset.css pour la prochaine fois, et le tour est joué. Donc, arrêtez les divs on-click, s'il vous plaît. Alternative textuelle. Donc ça, c'est vrai pour les images, les champs de formulaire et tout ça. Je n'ai pas tout mis parce que le temps passe extrêmement vite. Je vais me limiter aux images. Toutes les images doivent avoir un attribut alt. Arrêtons les cas où, non, dans ce cas-là, il ne faut pas d'attribut alt ou je ne sais quoi. Il faut un attribut alt à chaque fois. Seules les images décoratives qui ne rajoutent pas de sens à votre page doivent avoir un alt égal à une chaîne vide. Mais seulement dans ce cas-là. Si elles portent de l'information, il faut mettre une alternative textuelle, peut-être en collaboration avec l'équipe marketing ou la gestion du contenu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a d'autres cas. Éléments interactifs sont accessibles au clavier, ça on l'a vu tout à l'heure. L'ordre des éléments est le même visuellement que dans le code. Pardon. Des fois, on voit que quand je navigue via tabulation, on passe d'élément en élément, mais le sens de navigation est totalement différent de ce qui est visible. Parce que le développeur HTML, CSS, il a ajouté des float left, des float right, tout le bordel. Et donc, visuellement, j'ai une page dont l'interface graphique, l'ordonnancement est différent du code HTML. Ça, il ne faut pas faire. La gestion des contrastes des couleurs, ça, on a des outils dans Chrome. À mon avis, ça doit être pareil dans Firefox ou autre. On a des outils dans Chrome qui permettent de vérifier que le contraste entre le texte et son background est suffisant. Il y a des ratios à respecter. Ça, il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire parce que vous avez l'outillage nécessaire. Évitez de faire passer de l'information que via la couleur parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la couleur. Et pour des personnes qui ont des déficiences cognitives, essayez soit de ne pas mettre d'animation. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, mais en tout cas de proposer ou de mettre en place une pratique pour les désactiver. Alors, il y a une nouvelle media query qui est sortie dans la spécification, qui est peut-être qu'active que sur les Chromium, à vérifier. C'est prefers reduce motion. Je fais ça de mémoire. Il suffit de définir cette media query qui sera activée en fonction du paramétrage que l'utilisateur a défini dans son navigateur ou dans son OS pour savoir est-ce que oui ou non je veux des animations. Donc, vous pouvez implémenter cette media query pour désactiver l'ensemble des animations de votre site.
Les composants riches. Reminder, vous allez voir, le reminder, il arrive souvent. Déjà, gardez en tête, par défaut, utilisez du code HTML sémantique avant de redévelopper quelque chose qui existe déjà. Alors, pour développer des composants riches, on a une spécification. En termes d'accessibilité, on a une spécification qui s'appelle WCAG. Et WCAG, qui est une spécification quand même indigeste, comme toute spécification. Il y a un autre document qui existe qui permet d'avoir la démarche à suivre pour implémenter un composant riche de manière accessible. C'est ce qu'on appelle la Way Area Authoring Practices, que j'ai ouvert ici. Et on voit que pour tout type de composants riches, des radios, des triviews, des sliders, des carousels, tout ça, il y a une entrée dans le menu à gauche qui vous permet d'avoir les informations dédiées. Alors, pardon. Et donc, comment on rend un composant comment on ajoute de l'accessibilité à un composant riche comme ça? C'est en ajoutant des attributs ARIA, qui est une spécification dans l'accessibilité, et des rôles spécifiques. Par défaut, un élément HTML possède des rôles, mais dès qu'on souhaite créer des composants custom bien spécifiques, les rôles ne sont peut-être pas natifs, et donc il faut rajouter des attributs supplémentaires. On verra ça tout à l'heure. Et également avoir une gestion des focus bien particulière. Vous allez me dire, ouais, mais comment je sais quelle information je dois mettre? En fait, dans la documentation que je viens de citer, tout est expliqué. Il y a une partie sur le keyboard interaction, quelles sont les interactions au clavier que je dois mettre en place. Là, je sais que pour une modale, si je tape sur Tab, je dois aller sur l'élément Focus Tab suivant. Si je tape sur Shift Tab, à l'élément précédent. Et si je tape sur Échappe, ça permet de close la dialogue. Même si c'est une information qui est utile quand vous développez une autre modale, ça peut être également utile quand vous auditez des librairies que vous souhaitez ajouter à votre dépendance. Si vous avez deux librairies qui proposent deux modales et vous devez choisir l'une ou l'autre, l'un des critères, c'est de vérifier que ces deux librairies sont accessibles en respectant les critères qui sont définis ici dans la spécification. Et pareil, pour les rôles et attributs, il vous indique ici dans la documentation que l'élément principal doit avoir un rôle dialogue. S'il a une description, un titre, je dois définir un attribut ARIA label by, etc. Donc tout est assez bien indiqué. Et on a même des démos. Si je vais sur ici, voilà, une magnifique dialogue. Donc dès que je vois que j'ai ouvert la dialogue, il me met le focus sur le premier champ. Si je tape sur Tab, je navigue sur les champs. Si je tape sur Échappe, si je tape sur Shift Tab, je retourne en arrière. Si je vais sur Cancel et je clique sur Tab une nouvelle fois, j'arrive sur le premier champ de la modale, quelque chose qu'on voit encore rarement sur les modales, à part sur Bootstrap. Bootstrap, c'est pas mal. Si je fais Échappe, ça ferme la modale et ça garde le focus sur le bouton qui était à l'origine de l'ouverture de la modale. Ça, c'est un critère d'acceptance également. Donc là, vous voyez tout ce que doit être implémenté lorsqu'on développe une dialogue. Donc soit vous utilisez une librairie qui existe, mais au moins il faut vérifier que tous ces patterns sont implémentés. Et la dernière partie, la partie éditoriale, où là c'est un peu moins mon dada parce que moi je suis développeur front, HTML, JavaScript, mais je pense que c'est quand même une étape à avoir en tête quand on souhaite mettre en place l'accessibilité. C'est déjà que la langue du site soit configurée. En HTML, on peut définir un attribut langue tout en haut dans la balise HTML. Parce que si on met langue anglais et que le contenu est en français, le synthétiseur vocal, il va lire le contenu du site français avec un magnifique accent anglais. Donc, pourquoi pas, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il est conseillé, il est obligatoire, on va dire, de définir la bonne langue en fonction du contenu du site. Les alternatives textuelles sont optimales. Bien sûr, il faut que l'alternative textuelle soit une représentation conforme à l'image, si c'est une image, ou si c'est un champ de formulaire. Il faut que le texte inséré soit conforme avec ce qu'on souhaite expliquer. Si ce n'est pas conforme, ça ne sert à rien d'avoir une alternative textuelle. Autre exemple, avoir plein de boutons réservés les uns en dessous des autres. J'ai vu ça chez un client il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas? Mais il y a les mêmes utilisateurs qui utilisent des synthétiseurs vocaux, ils vont ouvrir leur petit dialogue d'accès aux raccourcis à tous les boutons de la page et ils vont voir réserver, 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 réserver.
Savoir si je clique sur ce bouton réservé, qu'est-ce que ça fait? Je sais que ça réserve, mais je ne sais pas ce que ça réserve. Donc n'hésitez pas à rajouter du contexte supplémentaire qui ne sera pas visible à l'utilisateur, mais via des attributs, on pourra ajouter de la sémantique supplémentaire qui sont utilisés par les synthétiseurs vocaux. Donc on pourrait imaginer ici ajouter un attribut ARIA Label pour dire réserver tel produit, réserver tel autre produit. Comme ça, les utilisateurs de synthétiseurs vocaux, ils vont bien différencier tous les boutons dans l'interface graphique. Pour les contenus multimédia, rajouter des alternatives, des transcriptions, des sous-titres. Quelque chose que vous pouvez mettre en place. Non, ça, c'est pas ça. Le skip link. Ça, c'est quand vous faites un gros site avec un gros menu, genre un site d'e-commerce, et que quand on navigue d'une page à une autre, vous n'avez pas envie de vous repalucher tout le menu parce que c'est habitable. Ce qu'on peut mettre en place, c'est un skip link. Vous voyez ici, j'ai tapé une fois sur Tab, sur le site de Starbucks, et il y a un bouton qui s'affiche en haut à droite, c'est ça, qui me permet de directement aller au contenu principal. Donc là, c'est que des images, donc c'est moins intéressant. Mais imaginons que j'ai un gros menu bien complexe comme Amazon ou autre. Le fait d'accéder directement au contenu, ça nous permet de bypasser tout le menu volumineux qu'on pourrait avoir sur un site e-commerce. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Hein. C'est juste une encre qui pointe vers la balise main avec un mon ID. C'est tout. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place. J'ai choisi Starbucks, ça met GitHub là aussi. Voilà, eux, ils sont en haut à gauche. Donc n'hésitez pas à le mettre en place. Ok, conclusion. Par où commencer? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour vérifier l'accessibilité? Alors, j'avais prévu une démo, mais je pense que je suis hors timing. Premier outil très utile, la touche tabulation. Moi, quand je fais des audits d'accessibilité, c'est l'outil que j'utilise en premier. C'est de vérifier que l'ensemble du site web, en tout cas l'ensemble de la page ou des pages que je dois auditer, sont entièrement accessibles au clavier. Si je vois qu'il y a certains éléments qui ne sont pas accessibles ou que visuellement, je ne vois pas quel élément est accessible à l'instant T, un problème d'outline en CSS, ce genre de choses, il y a déjà des choses à corriger. Donc ça, c'est très rapide à voir. Ensuite, il y a des outils qui peuvent vous aider. Il y a Axe et Lighthouse, sachant que Lighthouse se base sur Axe. Donc on peut mixer les deux. Lighthouse, c'est le plugin sur Chrome qui permet d'auditer sur le SEO, accessibilité, performance, bonne pratique, un site web. Donc n'hésitez pas à le lancer, soit depuis les DevTools, soit en ligne de commande, pour pouvoir auditer votre code source, votre application. Pardon. Et le dernier outil, peut-être un peu plus complexe, parce qu'il y a une phase d'apprentissage, comment utiliser ce genre d'outil, mais je pense que ça peut être super utile, super intéressant, c'est les synthétiseurs vocaux eux-mêmes. VoiceOver, NVDA, JAWS, TalkBack, n'importe lequel. Essayez une fois, alors je ne le ferai pas en visio parce que j'ai donné une formation accessibilité il n'y a pas longtemps, et c'était un peu compliqué de faire de la visio plus du synthétiseur vocal, limite impossible. N'hésitez pas, essayez de lancer un synthétiseur vocal de temps en temps sur un site web, essayez de naviguer, voir s'il n'y a pas des incohérences dans ce qui est lu par le synthétiseur vocal en fonction du contenu qui est affiché. Et grâce à ça, ça va vous donner des exemples d'amélioration. Mais gardez toujours en tête, privilégiez toujours des composants HTML natifs. Encore une fois, si vous faites ça, si vous gardez ça en tête, ça va répondre à 70% des problèmes d'accessibilité. Alors, je vous avoue que le 70%, je dois mouiller, hein, mais je pense qu'on n'est pas loin. En tout cas, dans ce que j'audite, si toutes ces problématiques d'accessibilité, le code HTML, tout ça a été résolu, il y aura déjà beaucoup plus de sites utilisables. On ne va pas dire 100% accessibles, mais en tout cas utilisables. Voilà pour moi. Je pense que j'ai tenu 30-35 minutes, comme on m'a demandé. Nathan a des questions peut-être? Yes, donc déjà merci Emmanuel. Et j'ai quelques questions, je pense. Attends, je vais chercher ça tout de suite. Donc la première question, c'est est-ce qu'on peut avoir des langues par bloc sur un site? Disons que j'ai du contenu en français et en anglais, dans des livres différentes.
Absolument. L'attribut langue que tu peux mettre sur la balise HTML, tu peux le mettre sur n'importe quel élément HTML. Donc, si ton site par défaut est en français, tu mets langue égale FR sur ta balise HTML tout en haut. Si tu as un paragraphe qui est en anglais, bah, sur ce paragraphe-là, tu mets langue égale EN. Et automatiquement, le synthétiseur vocal va switcher d'accent et de langue automatiquement quand le contenu sera lu. Ok. Donc ça répond à la question. Je vois que Fred écrit. Je ne sais pas s'il a une autre question. J'attends un petit peu. Nope. Ok. Bah, on n'a pas de questions supplémentaires. Donc, eh bien, merci Emmanuel. Et donc, si jamais vous voulez retrouver Emmanuel, eh bien, il y a son Twitter qui est là, son adresse email. Donc, n'hésitez pas. Et on va le mettre aussi dans le chat. Si Et ouais, j'avais autre chose, excuse-moi, attention, je vais oublier, j'ai une petite tête, vas-y. hein, c'est le soir. Je donne fin janvier, le 25, je crois. Regardez sur Twitter, j'ai un tweet dessus. Une mini formation d'une demi-journée. C'est les web stories, c'est ça? Non, ça c'est Non? autre chose. Ah. Pas si me le retrouve. Mais je Ouais, donne ouais, comme ça. mini formation, je donne une mini formation le 25 janvier, je crois, après-midi, sur l'accessibilité, gratuite. Donc si vous Ok. avez 4 heures à perdre à m'écouter, n'hésitez pas. Vous regardez sur Twitter, il y a un formulaire à remplir. Et merci Nathan pour la pub. J'organise aussi une conférence pure web le 5 février. Non, c'était en physique, mais on le fait en visio avec des speakers internationaux, Jen Hooper, Jeremy Kiss, des Rémi Sharp, des John Alsop, des gros noms du web. Donc le 5 février, toute la journée, one track de 9h à 18h, 5 euros la place. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes développeur web, ça va être cool. Voilà, merci pour Eh le bien, moment. super. Eh bien, super. Bah, merci à toi, Emmanuel. Donc, on passe au prochain speaker, qui est Olivier Lepuce. Salut, Olivier. Salut Nathan, Comment vas-tu? ça va, et toi? Ça va, ça va. Donc, Olivier, toi, tu es comme Emmanuel, tu es GDE aussi. Et tu Ah, es aussi. Attends, je me rappelle plus chez Microsoft, tu. J'arrive jamais à revenir dessus. je Tu travaille es. dans l'équipe Ouais, des relations développeurs, hein. c'est ça, exactement. Et oui, comme quoi, tu vois, on peut travailler chez Microsoft et entre en plus Google Développeur Expert chez C'est ça. Et en Google. plus, aujourd'hui, tu Donc, vas nous parler un peu de plus de la stack Google avec justement le Chrome Dev Summit, hein, c'est ça? c'est ça. Alors, c'est pas de la stack Google, hein, parce que c'est du Oui, web, c'est vrai. c'est ouvert. C'est vrai. Mais oui, j'ai parlé des Chrome Dev Summit. Ok, eh bien, la scène est à toi. Je te laisse faire ta présentation. Super. Eh ben, écoute, merci Nathan, merci à tous ceux et celles qui sont là. Et bravo Manu pour la presse. C'était super. J'ai même appris que la balise langue pouvait être sur d'autres tags que celui que je connaissais, donc super cool. Ok, donc moi, je vais vous parler du Chrome Dev Summit qui a eu lieu le 9 décembre. Et le Chrome Dev Summit, c'est une conférence annuelle qui est organisée par Google pour parler des avancées de la plateforme web. Alors, c'est organisé par Google, mais historiquement, je me souviens qu'il y avait toujours et Microsoft et Mozilla qui avaient même un stand quand c'était en Californie. Et du coup, cette année, bah, c'était en ligne. Donc, autre format, parce que c'était pas du coup un espèce de salon, c'était vraiment que les conférences et quelques petites animations. Et c'était gratuit et du coup sur YouTube, et je mettrai le lien à la fin pour ceux qui veulent aller voir les talks. Ça va parce que cette année, les talks étaient assez courts, c'était des talks qui sont entre 10 et 15 minutes. Du coup, c'est pas des longues confs à regarder. Et vous pouvez aller voir le replay, c'est plutôt cool. Et du coup, bah, je ne me fais pas ma presse, hein. Manu m'a déjà présenté, donc Olivier, tout ça, et la presse de Nathan. Je vais pas L'idée, c'est que je vais revenir sur les annonces qui ont été faites au Chrome Dev Summit et je vais pas tout vous raconter parce qu'il y avait 2 jours de conf et qu'il y a des choses qui m'intéressent plus ou moins. Et donc, je vais surtout vous parler soit des choses que Google a vraiment mis en avant, même si ça m'intéresse pas toujours, soit les choses que j'ai vraiment moi trouvé intéressantes et que je voulais partager. Et la première chose sont les Core Web Vitals. Alors, c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus, mais il y a eu au moins 4 ou 5 talks dessus. Donc, c'est quelque chose qui est très important et on va voir pourquoi.
Et pour la petite information, avant de parler des Core Web Vitals, on va parler des Web Vitals, qui sont des métriques que Google a annoncées l'année dernière, il me semble, qui permettent de noter la qualité de vos applications web. Et donc, les Core Web Vitals, c'est un subset de ces métriques, des Web Vitals. Et notamment, ce subset, il y a trois métriques qui sont liées à l'expérience utilisateur. Et c'est important parce qu'à partir de mai 2021, ça sera même utilisé par Google pour le référencement de vos sites sur moteur de recherche. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et les trois core Web Vitals, du coup, sont la vitesse de chargement des pages, donc ce qu'ils appellent le LCP, donc le Largest Contentful Paint. Donc, c'est le temps que va mettre votre page à charger. Le deuxième aspect, c'est à partir de quand on peut interagir avec votre page. Donc, c'est le FID, ils appellent ça. Donc, First Input Delay. Globalement, c'est à partir de quand je vais pouvoir interagir avec les boutons, par exemple. Si vous chargez une page, vous pouvez cliquer sur un bouton. Tant que soit JavaScript n'est pas chargé ou les event handlers ne sont pas mis dessus, ça ne marche pas. Donc, ça va être testé aussi. Et pour avoir un bon score, il faut être en dessous de 100 millisecondes. Donc, voilà. Et le troisième aspect, qui est le CLS, il y a eu un talk entièrement dessus, qui est le Cumulative Layout Shift. Ça, c'est à quel point votre page est stable quand elle se charge, mais aussi quand l'utilisateur l'utilise. C'est-à-dire, vous avez toujours eu des sites, vous savez, où vous arrivez sur le site et tant que le site se charge entièrement, vous avez des blocs qui ont bougé. Ou alors, ça peut être des choses aussi comme le fait que quand vous cliquez sur un bouton pour valider un formulaire, la pop-up d'alerte, elle va venir faire descendre le bouton, par exemple. Et du coup, il y a des décalages qui vont être faits. Et tout ça, c'est des choses qui vont être pris en compte. Et d'ailleurs, il y a un talk complètement sur le CLS pour voir comment faire en sorte de réserver des espaces pour pas que le contenu d'un site bouge trop. Et comme vous pouvez voir, du coup, ces trois aspects, ils s'appliquent, ils dépendent que de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Google va aller regarder si la taille de votre bundle.js ou le temps que mettent les requêtes HTTP, Ajax, etc. à être faites, c'est vraiment que sur des points qui seront liés à l'expérience utilisateur. Alors voilà, à partir de mai 2021, regardez ça, ça va vous servir, ça sera pris en compte pour le référencement. Alors ça reste, c'est pas attention à ce que je dis, c'est pas les seules métriques qui sont prises en compte par le SEO de Google, bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a toujours des choses comme, en tant que développeur, comme le fait que votre site soit responsive sur du desktop et du mobile, le fait que ce soit HTTPS, etc. C'est des choses qui sont prises en compte. C'est juste que maintenant, il y a ça qui est rajouté. Et du coup, alors aujourd'hui, ces trois métriques, Google n'a pas exactement dit comment elles étaient calculées exactement, parce que c'est pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles ils travaillent encore. Par exemple, on parlait donc CLS, Cumulative Layout Shift. C'est des choses sur les PWA, les SPA par exemple, forcément la page elle change jamais, donc elle peut se rafraîchir. Donc ils sont encore en train de travailler sur la façon dont ces métriques sont calculées, et elles seront mises à jour du coup tous les ans. Donc à aucun moment ils vont changer la façon dont on calcule les métriques du jour au lendemain sans prévenir les gens. Il y aura toujours un temps d'adaptation pour que les sites soient mis à jour. Mais les métriques ne changeront pas, c'est la façon dont on calculées qui seront affinées au fur et à mesure. Et du coup, vous vous demandez sûrement comment est-ce que je fais pour tester tout ça. Et alors, le meilleur moyen, c'est de passer par la Search Console. Donc, vous avez le site là, goo.google/Search Console, qui est un outil qui existe déjà depuis un moment, que vous pouvez utiliser en tant que développeur web. Et donc, c'est plutôt un ensemble d'outils et de reports qui vous aident à mesurer le trafic et la performance de votre site web. Savoir que, en tout cas pour les Web Vitals, les métriques mettent à peu près 1 mois à apparaître sur la plateforme. Et vous voyez que vous avez à chaque fois les métriques pour du web et pour du desktop, comme vous avez sur le petit screenshot. Et concrètement, à quoi ça ressemble si on va aller voir un peu plus en détail? Quand vous avez votre site, vous allez avoir des scores sur vos différentes URL, donc avec celles qui ont un mauvais score, celles qui ont un score que vous pouvez un peu améliorer, qui n'est pas tip-top, et celles qui ont un bon score. Donc vous voyez là, par exemple, il y a 2 issues parce qu'il y a 273 URL qui pourraient être améliorées pour donc augmenter votre score et donc votre référencement. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'avec 2 issues, finalement, il y a 273 URL. Donc vous avez une liste de toutes les URL et de toutes les issues. Vous voyez là, par exemple, il y a
effectivement, il y a un LCP, donc Largest Contentful Paint. Il y en a 2 avec du First Input Delay qui sont tagués. Et, et du coup, quand vous cliquez sur, par exemple, si on clique sur la 3e, là, vous allez avoir une page qui va vous mettre. Oui. Vous voyez pas, c'est une blague. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Est-ce que vous voulez que je revienne un peu en arrière ou on continue là comme on est? Je vais revenir sur la. Voilà, ça je vous l'ai dit, donc c'est les trois Core Web Vitals. Je vous montrerai donc LCP, HID et CLS, donc pour les 3. Donc je vous montrerai après à quoi ressemblait finalement un petit peu le dashboard. Donc sur mobile, là, vous avez à chaque fois pour mobile et pour desktop à quoi ressemble le dashboard. Et juste avant que vous me disiez que vous ne voyez pas mon écran, je disais qu'il y avait l'interface principale de votre site web. Vous allez avoir toutes les erreurs reliées au Core Web Vitals, notamment avec le nombre de liens qui sont de pages qui ont vraiment un mauvais score, celles où c'est facile vous pouvez assez facilement arranger ça, et celles qui sont bonnes. Donc là, les 3 dont je vous parlais, donc il y a une avec du Largest Contentful Paint et 2 avec du First Input Delay que vous voyez là. Et donc quand vous cliquez sur une de ces lignes, ça vous amène sur un rapport sur cette erreur. Là, par exemple, on est sur une erreur, donc First Input Delay, et vous voyez qu'il y a 267 URL qui sont concernées sur votre site. Alors, il faut savoir que c'est des statistiques qui sont prises par Chrome sur votre site quand les utilisateurs vont sur votre site. Du coup, s'il y a une page où il n'y a personne qui a été, elle n'apparaît pas dans les statistiques. Donc, c'est bien à prendre en compte. Hein. C'est vraiment basé sur l'expérience des utilisateurs qui remontent les données directement par Chrome. Et du coup, si jamais vous devez effectivement commencer à fixer vos scores, allez regarder, prioriser celles qui ont le plus d'URL qui sont associées. Parce que là, finalement, vous voyez que celle-là, en corrigeant cette erreur-là, parce que finalement, la Search Console, elle va aller détecter les URL dans lesquelles il y a des éléments qui sont similaires ou des blocs qui sont réutilisés pour vous dire que voilà, si vous corrigez celui-là, en l'occurrence ces 267-là, ça va. Enfin, en corrigeant une seule chose, vous avez 267 URL qui seront affectés et qui seront corrigés. Donc, c'est plutôt sur ces URL-là qu'il faut se concentrer. Et une fois que vous avez fait les modifications, vous allez sur donc, la Search Console, vous cliquez sur Validate Fix, et en fait, la Search Console va relancer une review des URL qui sont flaguées, et ça vous donnera un nouveau résultat de vos modifications. Donc, c'est assez simple, finalement, de voir où vous en êtes. Donc là, voilà, c'était pour les Core Web Vitals. Je vais souvent sauter du coq à l'âne parce qu'ils ont parlé de plein de choses sur différents talks, eux, mais moi, c'est tout dans le même talk. Et la plateforme web, elle est assez grande. Donc, voilà pour les Core Web Vitals. Donc, c'était pas les trucs les plus excitants du Chrome Dev Summit, mais c'est partie des choses importantes, surtout sur si vous avez des problèmes de SEO sur votre site et que vous voulez continuer à être bien référencé. Alors, une autre chose que moi, j'ai bien aimé, c'était Houdini CSS. Alors, Houdini, c'est quelque chose, ils en ont parlé il y a 2 ans déjà au Chrome Dev Summit, donc je ne vais pas faire une présentation de Houdini, allez voir les talks qui ont été donnés au précédent Chrome Dev Summit pour savoir exactement comment ça marche, mais en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une API bas niveau qui permet de jouer avec le CSS Engine. C'est un peu comme on a les API pour bosser avec le DOM, mais là on va jouer avec le CSS Home, donc un peu la même chose pour le CSS. Du coup, ça permet d'étendre le langage CSS, qui est plutôt cool. Par exemple, là, on voit le petit écran, c'est ce que vous avez déjà voulu faire, voilà, un div ou un bouton, avec un border, avec un radius inversé, un peu comme les vieux tickets de cinéma, là, comme vous pouvez voir. C'est un peu compliqué à faire avec du CSS actuellement, hein, parce que vous faites des divs autour, vous commencez à faire des ronds et tout, enfin, c'est un sacré bazar. Mais aujourd'hui, avec Houdini CSS, sinon, vous allez pouvoir le faire avec juste les... alors là, vous voyez le petit morceau de code sur la droite, vous avez il y a des variables CSS en plus qui sont mises. Mais sinon, avec juste les 3 propriétés du back, le border, border image et border image slice, vous pouvez avoir ce rendu-là. Et ce qui est bien, c'est que donc, Google a annoncé pendant le Chrome Dev Summit un nouveau site qui s'appelle Houdini.how qui regroupe pas mal de choses. Et globalement, ça regroupe, vous voyez le menu en haut, hein, il y a un repository de worklet qu'on peut tester directement sur le site. Je vous montre juste après, d'ailleurs, enfin, faire une petite démo.
Vous pouvez les installer, il y a un CDN, il y en a certains qui ont des packages NPM, même pour les installer sur des applications en React, Angular, Vue, peu importe. Il y a déjà pas mal de worklets dessus. Il y en a des nouveaux qui sont ajoutés régulièrement parce que j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux qui étaient arrivés depuis l'annonce. Ça vous expliquera. Vous avez aussi un petit peu dans les about comment marche Houdini. Vous avez un polyfill aussi qui existe. Faut savoir que Houdini, ça rassemble pas mal d'API et toutes ne sont pas encore implémentées. Une des principales qui s'appelle l'API Paint est déjà dans tous les navigateurs qui sont basés sur Chrome, hein, donc du Edge, du Chrome, du Opera, du Samsung Internet. Je sais que Firefox, c'est en under consideration, donc ils bossent dessus. Mais en attendant, vous avez un polyfill avec houdini.how. Et le site est là. Globalement, le site, donc vous l'avez vu, hein, vous avez donc un repository de worklet avec pas mal de choses qui existent déjà. Si vous voulez avoir tous ces effets-là, il y a des choses sympas. Vous avez des corners sur un seul coin, des choses qui sont aussi bien compliquées à faire en CSS. Aujourd'hui, des choses pour faire des soulignés. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous avez à droite, vous pouvez jouer avec les différentes propriétés. Vous voyez, je peux dire le nombre de lignes que je veux qu'il y ait, l'épaisseur des lignes, etc. Vous en avez pas mal comme ça. Vous avez celle-là qui est sympa. Vous pouvez faire des fonds ou des choses comme ça, avec juste finalement quelques propriétés CSS et vous pouvez les tester directement là. Et ça, c'est que vous avez, du coup, je vous ai dit, vous avez un lien vers CDN, donc si vous permet de directement référencer le script, SRC, etc. dans votre site. Vous avez le lien vers NPM si vous voulez faire NPM install, si vous avez une application en React, par exemple, après vous avez juste à l'importer. Et vous avez même souvent un lien vers une démo. Donc là, par exemple, vous avez la démo. C'est un code pen. C'est pas toujours un code pen, mais ça dépend de qui a rajouté le script. Et vous voyez là que je peux jouer effectivement avec les différentes propriétés CSS de Houdini et voir finalement à quoi ça ressemble. Et du coup, vous avez à chaque fois, vous voyez le code de JavaScript, hein, ils importent le polyfill, c'est plutôt simple. Ils importent le worklet, donc le Houdini Leaf. Et après, vous avez juste à jouer avec du CSS. Donc pour vous, c'est complètement transparent. C'est juste à importer le polyfill et le worklet qui va avec. Donc il y en a pas mal. Je vous laisse aller regarder. C'est plutôt dans les tooltips. Hein. Truc aussi un petit peu toujours chiant à faire en CSS. Vous avez donc à propos, vous avez comment marche Houdini. Donc là, allez voir, c'est plus ou moins des specs. Ça renvoie vers la MDN de Mozilla. Les usages. Donc là, ça va vous expliquer effectivement comment charger des modules. C'est là aussi vous avez le polyfill en bas. Donc vous faites un npm install css paint polyfill, ça vous installe le polyfill pour paint. Ou alors vous l'avez depuis npackage là. Et de la même manière pour les autres, vous faites un npm install et le nom de votre worklet. Et après, vous avez juste à l'importer comme ça. Pas bien compliqué à mettre en place. Et les ressources, c'est une page dans laquelle vous avez des articles, des vidéos, des tutoriaux, pas mal de choses. Allez voir, il y a des choses sympas. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez contribuer. Il y a un repository GitHub. Si jamais vous avez fait des worklets, si jamais vous avez des ressources que vous voulez partager, n'hésitez pas, vous pouvez contribuer au repo et vous pourrez peut-être avoir la chance d'avoir vos worklets qui apparaissent là ou vos ressources si vous avez écrit des articles, etc. Mais il ne faut pas hésiter à l'alimenter. Il y en a déjà beaucoup plus que début décembre quand ils ont annoncé le site. Voilà pour Houdini. Plutôt cool. Le CSS a de beaux jours devant lui. Maintenant, il y a pas mal de choses sur les Progressive Web Apps aussi qui ont été annoncées. Donc, on va voir plusieurs features que moi j'ai trouvé sympas. Pour ceux qui ne sont pas encore bien familiers avec les Progressive Web Apps, je mets un petit lien en bas à droite, aka.ms/intro-pwa.fr, qui est une vidéo YouTube dans le talk par un ami qui présente les Progressive Web Apps en 40 minutes, je crois. Donc, allez-y, c'est plutôt cool. Alors, les Progressive Web Apps, juste pour information pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est globalement un terme qui représente plusieurs API, plusieurs technologies, on va dire, pour rendre les applications web avec un look plus natif. Alors, au sein des Progressive Web Apps, il y a plusieurs choses qui ont été lancées. Vous avez des trucs comme le projet Fugu, etc., des initiatives de Google. Mais alors, les Progressive Web Apps, c'est faire en sorte que les applications web aient finalement un comportement au plus proche des applications natives qu'on a à la fois sur desktop et sur mobile. Et ça, je crois que l'initiative a été lancée il y a au moins 5 ans, parce qu'en 2015, j'avais déjà des talks là-dessus. Donc, c'est pas tout récent, mais il y a des choses
qui sont rajoutés régulièrement des fonctionnalités. Et notamment le offline support. Alors, vous allez me dire, la possibilité d'installer des applications, des PWA, ça date du début des PWA. Hein. C'était globalement les deux trucs qui étaient super au départ, c'était le fait d'avoir des applications qui s'installaient, donc qui marchaient sur le desktop et qui marchaient potentiellement offline, et le fait d'avoir des applications en full screen et du coup qui n'étaient pas intégrées avec un layout de Chrome. Et donc le offline support, ça marche depuis le début. Et globalement, je vous ai mis en haut à droite le petit schéma, c'est comment ça marche. Les PWA, donc avec le service worker, c'est vous avez un service worker qui a un script JavaScript qui joue le rôle de proxy finalement entre votre site web et Internet, qui peut potentiellement aller chercher donc, des informations dans un storage en local, que ce soit des données dans une base de données locale ou des assets, des CSS, des images, du HTML, etc. Voilà pour la petite histoire. Et pour qu'une PostgreSQL Web Apps soit installable, il faut que vous ayez le petit bouton Install une PostgreSQL Web Apps ou ajouter à votre écran d'accueil sur les mobiles. Il faut qu'il y ait donc un service worker, donc ce fameux script JavaScript, qui ait un manifest.json en parvenant dessus, un code site en HTTPS et que vous avez un set d'icônes. Et globalement, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un service worker qui a intercepté les requêtes fetch, donc les requêtes qui sont faites sur le réseau, votre application pouvait être installée. Partez du principe que du coup, elle marchait hors ligne. Et le petit code que vous avez en bas à droite, là, donc un add event listener sur un fetch, comme était dans le service worker, même s'il était vide, Google partait du principe que ça existait, donc vous pouviez installer. Et le problème qui a été identifié, hein, c'est que certaines applications avaient juste ce morceau de code-là et ne marchaient pas quand il n'y avait pas de connexion Internet. Donc, ce qui va arriver bientôt, c'est que Google ne montre, en tout cas dans Chrome, le bouton installer ne sera présent que si l'application gère vraiment le mode offline. Et comment ça va marcher? C'est que Chrome va faire un fetch sur la start URL qui est dans votre manifest.json. Et si c'est un statut code 200 qui est renvoyé, il partira du principe qu'effectivement votre application marche hors ligne et que du coup, elle peut bien être installée, vous présentera le bouton installation. Alors vous allez me dire, c'est un peu léger, hein, n'importe qui peut faire ajouter un response.text dessus, coucou, et ça sera un statut code 200. Mais c'est déjà un premier pas. Ça évitera d'avoir un paquet d'applications que vous installez, mais dès que vous êtes dans le métro, elles ne marchent pas. Alors aujourd'hui, ça arrive derrière un flag dans Chrome 87 et je crois que ça sera pour tout le monde en Chrome 89. Donc là, il faut bien le savoir. Il ne faut pas faire des add event listeners qui sont vides ou alors au moins sur votre start URL pour que vous ayez quelque chose. Tac. Deuxième chose que moi j'ai bien aimé, c'est le file handling. À quoi ça semble globalement aujourd'hui quand vous avez des applications sur desktop, vous avez double-cliqué sur un .txt et vous avez, si vous êtes sous Windows, le bloc-notes qui s'ouvre. C'est très pratique. Sauf que si jamais j'ai une application PWA avec laquelle je veux ouvrir des .txt, je ne peux pas lui demander d'être l'application par défaut. Ça, c'est quelque chose qui va changer, qui arrive bientôt. Et pour ça, vous avez deux choses à faire. La première, c'est dans le manifest.json, vous avez une nouvelle entrée qui s'appelle le file handlers, qui est un tableau d'objets dans lequel vous allez spécifier tous les file types, les extensions que vous voulez ouvrir avec cette application, et l'attribut action qui va être la page avec laquelle vous voulez ouvrir dans votre PWA. Parce que dans votre application, ce n'est pas forcément la page d'accueil que vous voulez lancer, ça peut être une autre page qui va faire une opération sur ces fichiers. Et côté JavaScript, parce que bon, il faut quand même recevoir le fichier, vous avez donc un file handler, vous avez une queue, parce que du coup, si vous avez ouvert plusieurs fichiers, vous avez une queue avec tous les fichiers qui vont être lancés, qui vont arriver les uns après les autres, et du coup, vous pouvez après, vous avez un file handler, vous traitez les fichiers, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est un éditeur de texte, vous pouvez l'afficher dans votre texte area. Si c'est un éditeur de dessin, d'image, vous affichez votre image comme vous voulez. Donc, vous pourrez le faire des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est derrière un flag, du coup, le File Handling API, mais c'est déjà dans Chrome Stable. Et ça, c'est relié à une autre fonctionnalité qui arrive dans les PWA. C'est le Table... non, c'est pas relié, mais bon, autre chose. Table Mode Application. Ça, c'est un truc aussi... Alors ça, c'est déjà dans Chrome, ça marche déjà. Je crois même pas derrière un flag, qui vous permet d'avoir des tabs dans la même application. Un peu comme vous avez dans Chrome, finalement. Vous avez une application qui a plusieurs tabs, et vous ne voulez pas gérer vous-même les tabs avec un framework CSS tiers. Et du coup, maintenant, il est possible d'avoir
des tabulations directement dans votre PWA. Et ça, c'est plutôt cool parce que par défaut, ce n'est pas le cas. Dans le display, vous n'avez pas ce mode-là. Mais il y a une autre chose qui a été rajoutée dans le manifest.json qui est le display override. Donc les deux sont un peu liés. Alors vous avez le display dans le manifest.json qui définit la façon dont votre progressive web app sera affiché. Donc vous avez le standalone, vous avez le browser, vous avez le full screen, vous avez le minimal UI. Et je crois que c'est les seuls d'ailleurs. Et vous avez le display override. Et display override, alors il sera pris en compte que si votre version de Chrome le gère, sinon il y a un fallback sur le display par défaut. Et display override, c'est une liste de displays avec des fallbacks en cascade. Donc ça va être en tab, si ce n'est pas disponible, si ce n'est pas en minimal UI, etc. Et du coup, vous pourrez avoir à ce moment-là, effectivement, le display tab que vous pourrez utiliser comme on l'a vu juste avant. Donc, encore une fois, ça rajoute des fonctionnalités. Si jamais demain, vous voulez coder un éditeur de texte, on revient dessus, ou de code. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on ait un VS Code en PWA, par exemple. On pourra avoir les onglets directement gérés par la PWA et pas besoin de les faire à la main dans le code CSS et JavaScript. Alors, on a parlé juste avant du fait de pouvoir cliquer sur des fichiers TXT, CSV, peu importe, et les ouvrir dans une PWA. Ça, c'est quelque chose qu'on a sur desktop. Et dans le web, on a autre chose. Nous, en général, c'est quand on clique sur un lien, on a un site web qui s'ouvre. Et sur le mobile, quand vous cliquez sur une URL, souvent, vous avez l'application qui peut se lancer. Vous cliquez sur un lien YouTube dans une application mobile, dans votre navigateur mobile, souvent, c'est l'application YouTube qui va se lancer. Et du coup, c'est quelque chose qui arrive aussi pour les PWA. Ça, c'est plutôt cool parce que finalement, les PWA, en général, elles rattrapent le retard soit dans le mobile, soit dans le desktop. Et ça, je ne suis pas sûr, je ne dis pas une bêtise, mais il me semble que sur desktop, ça n'existe pas. Je ne suis pas sûr qu'en cliquant sur une URL, on peut lancer directement une application, comme c'est le cas sur mobile. Mais là, ça sera le cas du coup sur desktop et sur mobile. Et donc, on pourra capturer une URL et faire en sorte que ça ouvre une PWA plutôt que d'ouvrir un lien directement dans une URL. Et quand ça a marché, vous avez deux nouvelles propriétés qui ont été rajoutées dans le manifest.json. La première qui est le capture links, qui est obligatoire. Donc, si vous n'avez pas cette propriété, ça ouvrira dans le navigateur. Si vous l'avez avec la valeur existing client event, qui est la seule valeur possible de toute façon, mais c'est JSON, il fallait inclure une valeur, ça va faire en sorte que comment dire, le user agent de votre navigateur va aller trouver la PWA ou une fenêtre PWA et va lancer un event sur cette app. Et vous avez le URL handlers, donc il y a un tableau d'objets qui contient les différentes origines sur lesquelles vous voulez catcher pour ouvrir la PWA. Donc le pattern des origines, il peut même avoir des wildcards, donc un étoile point, ça commence par étoile point, pas wildcard à la fin ou au milieu, étoile point et votre application, comme ça vous pouvez avoir en plus des sous-domaines. Alors, j'ai pas testé complètement le truc et j'ai pas été voir jusqu'au bout, mais je sais que c'est pas, il n'y a pas que ça, là, c'est vraiment que en gros comment ça marche. Il y a des choses qui vont être faites. Chrome va aller voir l'URL d'origine pour voir si elle a l'autorisation effectivement avec cette PWA, etc. Mais côté développeur, en tout cas de la PWA, ça sera le seul travail à faire, ça sera ça et ça sera bien pratique. Un autre truc qui a été annoncé, qui pourrait être bien intéressant, c'est le Run on OS Login. Alors, c'est très expérimental, hein, c'est derrière un flag dans Chrome Canary. Alors, on n'est pas encore sur quelque chose dans du stable, ni dans un flag dans du stable. Globalement, ça va vous permettre d'installer des progressive web apps et de les lancer automatiquement avec votre OS. Ça peut être pratique quand vous avez des applications, par exemple, de chat, que vous voulez lancer directement au démarrage de l'ordinateur. Et alors, il y a, comme on le voit, comme je l'ai dit, c'est sous Canary derrière un flag, donc c'est pas encore ultra sec. Hein. Comme ils l'ont dit, l'UX est toujours en travaux, donc ça peut changer dans les semaines ou mois qui viennent. Mais aujourd'hui, il y a deux possibilités pour le faire. À l'installation de la PWA, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, vous aurez une petite checkbox pour demander à ce que l'application soit lancée au démarrage de votre ordinateur. Vous pourrez le faire aussi côté code avec un nouvel objet, donc Run on OS Login, et vous pourrez mettre un mode dessus. Donc, vous avez plusieurs modes. Hein. Vous avez Minimized et Windows, si vous voulez que l'application soit lancée en minimisé ou directement en Windows. Il faut savoir que si là vous passez par du code comme ça, il y a un petit prompt qui sera lancé donc, pour demander l'autorisation à l'utilisateur
de lancer l'application au lancement de l'ordinateur. C'est un peu comme on le voit avec toutes les fonctionnalités aujourd'hui, que ce soit pour accéder à votre GPS, aux notifications, aux file systems, etc., les applications web. Vous avez toujours ce petit prompt qu'on voit de plus en plus. Donc, ça sera demandé une fois de plus là. Et pour désactiver le lancement de l'application au démarrage de l'ordinateur, il suffit juste de reset le mode, et là vous le setez à none, et du coup ça désactive. Il y a aussi moyen de run on OS login, de faire un get dessus pour récupérer le mode actuel, mais globalement c'est aussi assez simple. Donc voilà pour les Progressive Web Apps. Pour les Progressive Web Apps, je dois avoir un... Alors là, je voulais vous montrer. Il y a pas mal de ces choses qu'on voit qui font partie du projet Fugu. Fugu, c'est un ensemble de features que Google essaie de pousser pour fermer ce gap, ils appellent, entre les applications desktop et mobile. Et donc, la plupart des choses que je vous ai montrées là et un paquet d'autres fonctionnalités, vous pouvez les retrouver sur le lien goo.gle/fugu-api-tracker. Et vous avez un peu le statut de chacune des fonctionnalités qui pourraient arriver, qui sont là, qui sont soit en discussion, soit déjà implémentées dans des versions différentes de Chrome. Vous avez Web Serial, Web NFC, les Media Codec, etc. Donc, et certaines choses, la file system dont je parlais à l'instant, et certaines dont je viens parler ici. Voilà pour les PWA. Il y a d'autres choses qui ont été présentées, notamment sur tout ce qui est objet physique avec le Web Serial, Web Bluetooth, etc. Il y a un talk très sympa fait par François Beaufort, qui était le petit Frenchie en plus du Chrome Dev Summit, qui montre comment on peut dialoguer avec du Bluetooth, de l'USB, du Serial, directement depuis une application web, sans passer par un serveur ou un device tiers. Et c'était plutôt cool. On a vu qu'il y avait un retour d'un utilisateur qui avait plugué des appareils médicaux sur des patients avec du web, un truc assez sympa, mais on n'a pas le temps de tout montrer là. Un des talks que j'ai adoré, qui s'appelle Bien JavaScript, et on va finir sur celui-là, je crois, qui était donné par Hussein Jirde et Jason Miller, qui nous ont parlé de comment les développeurs développent aujourd'hui et finalement le biais qu'on a en utilisant des outils de transpiling pour nos applications compatibles avec tous les browsers. Et en fait, ils ont fait un petit jeu et ils ont regardé qu'est-ce qui était considéré aujourd'hui comme du web moderne et qu'est-ce qui était du legacy. Et ils ont regardé les stats en plus de Chrome. Hein. Vous avez un site sympa qui s'appelle chromestatus.com qui vous montre toutes les statistiques de toutes les features JavaScript et CSS et à quel point elles sont utilisées dans les navigateurs des gens. Et ils se sont rendus compte que quand vous prenez les classes, les array functions, les générateurs, pour ceux qui font les générateurs, les block scoping, la déstructuring des objets, le rest and spread, le object shortland et l'async await, qui sont quand même des grosses fonctionnalités qu'on utilise aujourd'hui, pour les générateurs pour ma part, mais pour le reste. Et finalement, toutes ces fonctionnalités-là, elles sont 94% au pire compatibles avec les navigateurs aujourd'hui. Donc, vous êtes ceux qui sont basés sur Chrome, hein, donc Chrome et Edge, Opera, Samsung Browser, mais Safari et Firefox gèrent toutes ces choses-là. Et finalement, quand vous développez un site web avec des classes, des async await, des arrow functions, et vous transpilez votre application pour que ce soit en général compatible ES5, hein, vous faites ça uniquement pour 5 à voire 6% de vos utilisateurs. Alors, on ne dit pas qu'il faut les oublier, hein, mais c'est quand même beaucoup de travail pour peu de personnes. Et ils ont donné des exemples, et c'était assez intéressant parce qu'ils ont écrit une fonction, donc une méthode, une fonction foo, qui est asynchrone, qui renvoie juste 42. Donc là, vous avez un async await, vous avez de l'arrow function. Et c'est une fonction qui fait 21 bytes. Donc, pas grand-chose. Hein. Et quand vous la transpilez pour que ça soit pour faire du code ES5, donc ça fait le code que vous avez sur la droite. Hein. J'ai repris leur exemple à eux, j'ai parfait le truc. Et ça donne un code qui fait du 7000 bytes. Et il s'avère qu'il est aussi beaucoup plus long à exécuter. Parce que quand on regarde dans Chrome comment ça marche, une fonction async, c'est 62 instructions système, alors qu'un code transpilé, comme vous avez celui de droite, c'est 1173 instructions
Ce qui fait que quand ils l'ont exécuté, c'est 6 fois plus lent. Alors bon, ça reste toujours assez rapide, hein, c'est du JavaScript, c'est cool. Mais finalement, c'est une application qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lente pour juste 5 à 6% des gens qui ont des navigateurs qui ne supportent pas le async ou le arrow function. Donc on pourrait se dire, OK, bon, je vais shipper mon code comme il est, tant pis pour les 5 à 6% des personnes qui restent, hein, qui utilisent un vieux navigateur. Sauf qu'ils se sont rendus compte de plusieurs choses. Ils ont été voir un peu les statistiques de NPM et ils se sont rendus compte que 50% des sites web qui sont shippés contenaient 89% au moins de code third party. Alors, ce qui veut dire que finalement, quand vous shippez un site web, vous avez plein de bibliothèques et que votre code à vous, c'est qu'une petite partie du code qui est shippé. Donc, on n'a pas la main sur toutes ces librairies. Et ils ont fait un peu des calculs, ils se sont rendus compte que finalement, par rapport à si on avait du code qui n'était pas legacy, ils ont fait, alors c'est un peu au doigt levé, mais c'est par rapport à des stats que vous retrouvez dans Chrome et Chrome Status, c'est que c'est à peu près 80 pétabytes par mois de JavaScript qui passe par le réseau juste pour les navigateurs qui sont legacy, ce qui correspond, quand on prend des calculateurs qui sont plus ou moins standards, à 54 000 tonnes de CO2, si on va partir sur de l'environnement dans la tech, c'est pas négligeable, tout ça, encore une fois, pour 5 à 6% des personnes qui n'ont pas des navigateurs modernes, mais pour qui on ship tout ce code-là pour tout le monde. Et ils sont là regardés un peu plus loin, et ils se sont rendus compte que finalement, quand on regarde les stats d'NPM, la majorité des navigateurs sont compilés en ES5 parce que la majorité des transpilers sont configurés pour transpiler en ES5. Alors que seulement 25% du code sur NPM a des syntaxes plus récentes que ES5. Et quand ils ont regardé, on a ES5, vous avez ES 2017, 2018, 2019, on a ES 2021 maintenant. 95% des browsers, on est à 94 tout à l'heure, mais 95% des browsers gèrent ES 2017. Donc ils se sont dit qu'il y avait au moins le pivot qui était intéressant. Et ils ont fini forcément le talk en disant comment est-ce qu'on pouvait régler ce problème. Et alors il y a deux moyens de transpiler votre code. Soit vous transpilez vers deux JSON, hein. Soit vous transpilez une fois vers du ECMA 2017 et après vous retransspilez vers du ECMA de ES5. Ils ont expliqué pourquoi la deuxième méthode était la mieux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, vous avez un moyen très simple, une fois que vous avez vos deux bundles, de les charger dans le navigateur. Vous avez la balise script qui prend un type module qui, effectivement, à partir de la version des navigateurs, est reconnu et du coup permet de charger le code qui est transpilé pour du ES 2017. Et alors, ça fera quand même un code qui est plus gros que si vous avez du code qui est ES 2021, par exemple, mais qui est quand même bien mieux que du ES 2005, ES5 qu'on avait avant. Et pour le reste, vous avez un script donc avec nos modules. Là, vous chargez le code legacy qui sera pour les navigateurs qui sont un peu plus anciens. Vous avez un petit lien en dessous, web.dev/publish-modern-javascript. Allez-y, qui vous explique pas mal de choses sur comment ça marche. Dans tous les cas, allez voir régulièrement sur web.dev, c'est une super plateforme qui vous montre pas mal de choses. Et ils ont montré un petit site que j'ai trouvé sympa aussi, qui s'appelle estimator.dev, qui vous permet de faire des tests sur votre site. Et donc, si on va voir, c'est un petit site qui est sympa, hein, en plus, j'ai déjà lancé le truc, mais c'est un petit site qui est comme ça, vous pouvez rentrer une URL. Effectivement, j'ai fait le test juste avant, avec meetup.com. Hein. Vous pouvez aller sur votre site et ça va regarder tous les bundles, tous les fichiers JavaScript que vous avez sur votre site. Ça va les analyser et ça va vous dire à quel point votre site pourrait être plus rapide si jamais vous utilisez du moderne JavaScript. Donc, alors, il sera toujours aussi lent si jamais vous avez chargé le code legacy. Mais en tout cas, en utilisant les deux tags script que je vous ai montré juste avant, vous pourriez avoir un site qui est 9 fois plus rapide sur du code moderne. Et alors, testez sur votre site, hein, parce que bon, meetup.com et testez sur des gros sites, eux, ils ont déjà des systèmes assez sympas pour charger du code dynamiquement. Mais vous verrez, vous avez des surprises, il y a des sites qui pourraient être vraiment 2 fois plus rapides avec du code moderne.
Donc voilà, alors il y a eu pas mal de talks au Chrome Dev Summit. Je ne vais pas aller tout vous raconter une fois de plus. Je vous encourage à aller sur cette URL, donc developer.chrome.com/devsummit. Vous avez le schedule, donc c'est le site qui est là, avec tout ce qui a été dit. Donc il y a eu des choses sur les DevTools, vous avez des choses sur comment débugger du WebAssembly, c'était assez intéressant aussi. Pas mal de choses donc sur les Web Vitals, j'en ai parlé. Vous avez donc PWA, je vous ai parlé du connecting hardware tout à l'heure. Vous avez des choses sur des trucs un peu plus, moins dev, un peu plus business, sur les structures data, sur les web stories, etc. Le SMS OTP aussi, dans les PWA, allez voir, mais bon, ça ne concerne pas tout le monde. Mais voilà, tous les talks sont en replay, donc allez-y. Vous pouvez les lire directement depuis le site web de l'événement. Et voilà, mais j'ai fait le tour de celles qui étaient soit les plus intéressantes, soit les plus importantes qui ont été annoncées. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je ne sais pas, Nathan, s'il y a eu des questions. Oui, attends, tu m'entends pas. Oui, il y a eu des questions. La première, hop, je la prends. Je me demandais, c'est ma question, c'est par rapport au PWA. Donc le fait que les apps se lancent au démarrage, c'est géré en fait par Chrome ou alors c'est par exemple l'OS qui le gère automatiquement, genre comme si c'était dans les apps de démarrage, parce que du coup il faudrait que Chrome se lance pour qu'elle se lance au démarrage. Non, alors, il y a l'implémentation côté OS qui va devoir être faite, Ok. effectivement. Dans les exemples qu'ils ont montrés, alors sous Chrome OS, ça marchait très bien. Mhm. Pour Windows, quand tu fais avec la version programmatique en tout cas, ça va te lancer la pop-up de Windows de base pour demander d'ajouter l'application au démarrage. Donc c'est intégré avec Ok. Chrome va lancer finalement ce qu'on retrouve, ce qui va avec l'OS. Alors je sais pas pour Mac, mais pour Windows c'est comme ça que ça marchait. Ok. Et j'avais vu une autre. Hop. Oui, comment réagir quand. Donc, c'est toujours PWA, c'est comment réagir quand Apple fait tout pour bloquer les PWA sur iOS. Exemple, temps maximum de sauvegarde du cache, notification push impossible, etc. Alors, moi j'ai un téléphone Android. Non, je sais. Alors, je vais tempérer un peu le truc, mais plusieurs choses. Les PWA et d'une, comme leur nom l'indique, c'est du progressif. Donc, normalement, une application, même si elle est PWA, elle marchera sur un site qui ne gère pas les fonctionnalités. C'est le but. C'est que si jamais c'est géré, ça le gère. Si jamais ça ne gère pas, le site n'est pas cassé. Et de deux, je me souviens quand je faisais des talks, effectivement, en 2015, on était très, très remontés contre Apple et Safari qui refusaient complètement de gérer un paquet de choses dans PWA. On voit quand même que ces dernières années, Safari a rattrapé son retard sur pas mal de choses. Alors, ils sont toujours assez derrière sur d'autres choses, mais il y a pas mal de choses sur les Progressive Apps qu'ils ont rajouté. Donc moi, je garde espoir. Je suis plutôt confiant sur le fait que Apple va progressivement ajouter les fonctionnalités. Ils ont une approche qui est beaucoup plus réservée que Google quand il s'agit d'innovation, effectivement, et de shipper des choses. Google est très try and learn and fail, peu importe, tu vois. Là où Apple attend beaucoup de voir comment ça se passe avant d'avancer. Après, je me souviens que alors, vous avez Safari, WebKit, le code est open source, hein, donc vous allez sur le GitHub, et à l'époque où les PWA commençaient à faire du buzz un petit peu sous Chrome, on a vu pas mal de gros threads sur les mailing lists Safari de développeurs qui se plaignaient comme quoi ça n'arrive pas sur Apple. Donc c'est aussi aux développeurs, finalement, en utilisant tout ça, qui va envoyer un message à Apple pour que Safari se mette à jour. J'avoue que je pensais que les push notifications marchaient quand même sur iOS. Je ne savais pas que ça ne marchait pas. Je sais qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas, hein, mais ça arrive petit à petit. Mais c'est aux développeurs, finalement, de faire du lobbying. Hein. Ouais, c'est ça, très clairement. Après, on a. Alors, il y en a qui vont critiquer ça. Effectivement, c'est débattable. Hein, mais aujourd'hui, Firefox est souvent soit moteur, soit suiveur dans tout ce qui est PWA. Et après, il y a aujourd'hui. Tu prends tous les navigateurs qui sont mis sur Chromium. Hein, donc, tu prends Chrome, Edge, Opera et Samsung Browser. C'est la majorité des navigateurs. Et ce qui va faire qu'il y a, je pense, de plus en plus de développeurs qui vont implémenter ces choses-là en se disant bah, tant pis pour les autres, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose.
mais peut-être que ça servira aussi à mettre la pression sur d'autres pour implémenter. Après, il faut savoir que j'ai parlé de projet Fugu et PWA. Il y a Google a effectivement une approche très try, learn, fail ou regarde. Et c'est qu'il y a des choses, quand vous allez sur le gros spreadsheet du projet Fugu, il y a des choses qui sont implémentées dans Chrome, qui vont arriver derrière des flags, même derrière des fois derrière des origin trials, et qui ne seront jamais spécifiées. Donc en général, Google teste et en parallèle propose ça au W3C ou au comité ECMA pour que ça rentre dans les standards JavaScript. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, Apple attend aussi de voir si les standards, si les propositions finissent par être standardisées avant de les implémenter, parce que si c'est pas le cas, ça rentre pas dans la plateforme web. C'est ça. Ok. Et une dernière question. Donc PWA plus TWA, Trusted Web Activity, le combo gagnant pour Google. J'ai pu lire que Google mettait en avant les TWA par rapport aux applications standards dans leur store. Donc je sais pas si... Alors, Google a parlé pas mal de choses sur le trust. Je t'avoue que c'est pas les trucs que j'ai le plus regardé. Mais je sais pas. Très bonne question. Ouais, très bonne question. Pas la réponse. Oui, moi non plus. Ok, eh bien, merci Olivier. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Et le truc vraiment, genre dans la présentation qui m'a plu, parce que j'ai eu un client qui m'avait demandé ça, c'était le fait de pouvoir avoir plusieurs tabs dans son application PWA. Et donc, ouais, c'est génial, parce que je me suis déjà dit, oh bordel, il va falloir que je développe ça moi-même, etc. Et non, là, c'est juste génial. Donc, ouais, non, franchement, intéressant. Et ouais, franchement, eh bien, merci, du coup. Merci, Nathan. Et donc, je vais clôturer cette soirée en vous rappelant qu'on se voit la semaine prochaine pour le prochain QRS, le Quick Remote Session. Donc, Fred, n'hésite pas à mettre aussi le lien pour le meet-up. Et donc, on va mettre aussi les Twitter d'Emmanuel et d'Olivier. Et donc, on vous dit à bientôt et au revoir.